Bonjour à toutes et à tous, c'est donc la dernière partie du cours sur l'histoire et l'interprétation. Une vidéo qui va s'intéresser en particulier à la philosophie de Hegel, puisque je vous avais demandé de lire le texte de Hegel, d'essayer d'en trouver une interprétation à travers la problématique et puis la thèse du texte. Alors c'était un texte qui n'était pas facile à lire, c'était un texte qui n'était pas forcément facile à décoder. Vous y êtes attelé avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas bravo pour tous ceux qui ont joué le jeu, qui se sont intéressés à ce texte de Hegel. On va déjà le lire ensemble, donc munissez-vous évidemment de votre manuel afin d'avoir le texte sous les yeux. Enfin, je bois un verre d'eau, j'ai la gorge un peu sèche, j'ai les commissures des lèvres qui sont un peu sèches. Bref, Hegel va nous parler du progrès à travers l'histoire humaine. Et dans ce texte, ce qui va être intéressant à voir, c'est vraiment la façon dont Hegel parle de l'histoire humaine et comment il introduit un concept qui va être très important dans la philosophie de Hegel et à côté duquel vous êtes un petit peu passé, mais on ne peut pas vous en vouloir parce que c'est pas évident, hein, c'est une thématique qui est très précise et qui est vraiment propre à la philosophie de Hegel. C'est ce qu'il appelle l'esprit avec un grand E ou la raison avec un grand R. La majuscule est très importante et on va voir pourquoi. Alors, on va déjà lire ce texte et puis après je vous en donnerai l'interprétation la plus fidèle possible. Donc ça se trouve à la page 292 de votre manuel, page 292, le progrès comme réalisation de la raison. Vous voyez qu'ici, déjà, le terme de raison, il y a une majuscule, il y a un grand R. Pour Hegel, la raison gouverne le monde à travers les passions des hommes, qui ignorent vers quoi tendent leurs actions égoïstes. C'est la ruse de la raison. En gros, pour Hegel, souvent l'histoire des hommes est faite de différentes passions. Ça vaut aussi bien pour notre vie individuelle que pour la vie de l'humanité. Si vous regardez un petit peu les grands événements historiques et la façon dont ils se sont passés, ce serait assez simple de les interpréter comme des actions qui relèvent de nos sentiments, des actions qui relèvent de notre égoïsme, de nos sentiments, de tout ce qui est proprement subjectif en nous. Je prends un exemple extrêmement célèbre, il y en a peut-être parmi vous qui ont vu le fameux film Troie, qui raconte cette fameuse guerre de Troie, qui est racontée par Homère dans l'Iliade. Cette guerre de Troie, par quoi a-t-elle été déclenchée ? Ceux qui ont vu le film ou ceux qui ont lu peut-être le texte de Homère ou qui se sont intéressés à cette histoire, elle a été déclenchée par une jalousie amoureuse. Et on a souvent l'impression, alors c'est un exemple un peu caricatural bien sûr, mais que souvent effectivement ce sont les passions qui vont réveiller les grands événements de l'humanité. Prenons la Révolution française, pourquoi est-ce que les Français se sont rebellés, révoltés, ont créé cette révolution contre la monarchie ? Pas forcément pour des motifs qui étaient rationnels, c'était plutôt parce que les gens avaient faim, parce qu'ils n'avaient plus d'argent, parce qu'ils en avaient ras-le-bol de ce système de l'Ancien Régime qui a prévalu pendant des siècles. Et donc souvent, effectivement, on voit des actions qui sont guidées par la passion la plus totale. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est pareil, on a l'impression que c'est un afflux de haine qui est catalysé par le personnage de Hitler, une haine totalement irrationnelle et irraisonnée contre le peuple juif, contre les étrangers en général, contre ceux qu'on considérait à l'époque comme des sous-hommes. Aujourd'hui, quand on voit ça à travers notre regard de gens d'aujourd'hui, on se dit mais quelle bêtise, quelle stupidité. Pourquoi avoir massacré des millions de gens au nom d'une idéologie basée uniquement sur une espèce de sentiment général ? Eh bien, Hegel nous dit c'est normal. Nous avons l'impression que l'humanité avance au gré, au rythme de ses grandes passions, de ses grands sentiments, que finalement rien n'est rationnel et que l'histoire c'est une véritable série de montagnes russes. Eh bien pour Hegel, il n'en est rien. En fait, à travers tout ça, derrière ce déguisement qui est celui des passions humaines, des sentiments humains, se cache en fait une sorte d'inconscient collectif qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de l'humanité, dont on ne se rend pas forcément compte, mais qu'il appelle la raison avec un grand R ou l'esprit avec un grand E. Parce que ces grands événements historiques, qui sont souvent funestes, les guerres, les crises, eh bien en fait, elles aident, malgré leur aspect assez ignoble, malgré leur aspect de massacre collectif, elles aident, mine de rien, l'histoire à avancer et à évoluer. C'est le constat que fait Hegel, et c'est assez étonnant, et c'est en tout cas très nouveau dans ce 19e siècle naissant, qui est le siècle où vit Hegel. Allons-y pour lire le texte. Si nous comparons les modifications de l'esprit
donc l'esprit, c'est ce qui guide les hommes, et de la nature, c'est ce qui guide les animaux, nous voyons que dans celle-ci, l'être singulier est soumis au changement, tandis que les espèces demeurent immobiles. Ça, vous me l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'effectivement, chez les animaux, ça change pas beaucoup. Leur façon de vivre, leur façon parfois de construire leurs habitations, leur territoire, etc., eh bien, ça n'évolue pas au fil des siècles, tandis que chez nous, chez les êtres humains, les choses évoluent extrêmement vite. Ainsi, la planète abandonne telle ou telle place, mais sa trajectoire est fixe. Il en est ainsi des espèces animales. Le changement est un mouvement circulaire, une répétition du même. Tout est constitué par des cycles, et c'est à l'intérieur de ces cycles, parmi les individus, que le changement a lieu. Ça, c'est vrai pour les humains comme pour les animaux. Tout est une affaire de cycles, mais les cycles naturels sont bien différents des cycles humains. Il en est autrement avec les formes spirituelles. Les formes spirituelles, c'est quoi? C'est nous, c'est-à-dire ces animaux que nous sommes et qui possèdent un esprit plus évolué, plus complexe que celui des animaux. Ici, le changement ne s'opère pas à la surface, mais dans le concept. C'est le concept lui-même qui est rectifié. Le concept, qu'est-ce que c'est? On vous l'explique. Le concept est au cœur même de la philosophie hegelienne. C'est le moteur qui fait passer d'un niveau logique à un niveau logique plus profond par la négation des limites, des insuffisances du premier niveau. Il faut noter que ces niveaux logiques, pour Hegel, sont aussi des niveaux de réalité. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien compliqué. Eh bien, ce concept dont parle Hegel, je vais essayer de vous l'expliquer assez simplement. En fait, la vie est faite de progrès, de progression. C'est vrai pour l'histoire et c'est vrai pour nous. Qu'avons-nous en commun avec les humains préhistoriques que nous avons été? Plus rien, strictement plus rien. On ne leur ressemble absolument plus dans nos modes de vie, même dans notre physique, dans notre façon de nous habiller. Nous ne sommes plus ça. Nous ne sommes plus cette époque-là. Nous n'avons plus rien à voir avec ça. Mais en même temps, nous l'avons été. Et c'est parce que ça a existé que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez ce que veut dire Hegel? C'est-à-dire que pour lui, les différents niveaux d'avancement de l'humanité sont contradictoires entre eux. Nous n'avons plus rien à voir avec les hommes préhistoriques. Et pourtant, s'ils n'avaient pas existé, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai aussi pour nous au niveau individuel. Vous n'êtes plus aujourd'hui le bébé que vous avez été. Vous regardez des photos de vous bébé et vous dites « mais ça n'a plus rien à voir avec moi ». Il ne reste rien de ce bébé. Et c'est vrai aussi génétiquement, puisque tout ce qui constituait le corps du bébé que vous avez été a totalement disparu aujourd'hui, a été recyclé dans autre chose. Donc vous n'êtes plus ce bébé. Mais vous l'êtes encore. Donc c'est contradictoire. Pourquoi vous l'êtes encore? Parce que ce bébé a eu des expériences. Il a exploré le monde autour de lui, il a acquis des connaissances, même minimes. Et si ce bébé n'avait pas existé, vous n'existeriez plus. Vous n'êtes plus ce que vous étiez quand vous aviez 6 ans, quand vous aviez 10 ans. Donc vous êtes la négation de ça, vous êtes la négation de ce bébé, de cet enfant. Moi aussi, je suis la négation de ce que j'étais quand j'étais enfant. Mais en même temps, je me nourris aujourd'hui de ce que j'étais à l'époque. Donc c'est ça, cette espèce de paradoxe qui existe aussi bien en nous au niveau individuel que pour l'humanité. Nous ne sommes plus les cycles précédents, nous n'avons plus rien à voir avec eux, mais ils nourrissent ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est la grande idée de l'esprit et surtout c'est la grande idée du concept selon Hegel. Nous sommes dans des cycles qui ne se répètent pas, qui ne se répètent jamais, mais en même temps qui servent à alimenter le cycle suivant. Tout est une question, et retenez le mot, vous pouvez le noter, qui est important. Chez Hegel, l'histoire est dialectique. Dialectique, on l'a vu ce terme en début d'année, la dialectique, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à échanger des points de vue qui sont différents. Vous avez été un bébé, et puis ce bébé a été remplacé par un enfant, qui n'avait plus rien à voir avec le bébé, et puis cet enfant a été remplacé par un adolescent, qui n'avait plus rien à voir avec les cycles précédents, et puis maintenant vous êtes des jeunes adultes, moi je suis un adulte beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature, bref, la négation de ce qui a été là, de ce qui a été présent, mais voilà, il y a cette question de dialectique. Aujourd'hui encore, je peux dialoguer avec ce que j'étais à l'époque. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, et vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le simple fait que je parle avec un langage articulé, je vais le pêcher dans ce que j'ai appris quand j'étais tout petit. Quand j'avais 3-4 ans, j'ai appris à parler et ça me sert encore aujourd'hui. Donc il y a toujours quelque chose, ce langage qui est en moi et qui a été appris à l'époque où j'étais tout petit. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement un dialogue entre nos différents niveaux de vie. Et Hegel va plus loin en disant que l'histoire, c'est une série de montagnes russes. C'est une série de montagnes russes. Tout va bien et puis tout va mal. Il y a des périodes prospères et tout d'un coup des périodes de crise. Et tout ça va s'alterner, mais, va nous dire Hegel, dans un certain ordre, et c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante du texte. Du coup, je ne sais plus où on était rendu.
Si bien que chaque degré est une transformation du degré précédent, un principe supérieur issu du dépassement et du déclin du degré précédent. Mais dans la nature, les moments de ce processus se séparent, et tous les échelons singuliers coexistent l'un à côté de l'autre. Dialectique. La transition n'apparaît qu'aux yeux de l'esprit pensant qui comprend cette connexion. La nature ne se comprend pas elle-même. Ça, dans la plupart des cas, vous me l'avez très bien dit dans vos analyses du texte, c'est-à-dire qu'effectivement, la différence entre un être humain et entre un être naturel, entre un mammifère, c'est que le mammifère fait des choses mais il comprend pas ce qu'il fait. La nature elle-même produit des choses, elle produit des arbres, des plantes, des animaux, etc. Sauf qu'elle n'a pas l'intuition, elle a l'intuition mais elle n'a pas la connaissance de ce qu'elle est en train de faire. La nature ne se comprend pas elle-même, et c'est pourquoi la négativité de ces formations n'existe pas pour elle. En revanche, dans la sphère spirituelle, c'est-à-dire chez nous, les êtres humains qui avons un esprit supérieur, il devient manifeste que les formations supérieures ont été produites par l'élaboration des formations antérieures, inférieures. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si nous sommes aujourd'hui des adultes capables de nous comprendre, c'est parce que nous avons été des tout petits, des nourrissons, des bébés, et puis des petits-enfants qui ont appris des choses. C'est pour cela que ces dernières ont cessé d'exister. Ce qui se manifeste dans le monde de l'esprit, on retrouve notre concept d'esprit, cette espèce d'inconscient collectif qui est autour de nous, ce qui se manifeste dans le monde de l'esprit est que chaque forme est la transfiguration de la forme précédente. Nous changeons sans cesse de visage. Je peux vous montrer des photos de moi il y a 10 ans, vous ne me reconnaîtriez même pas tellement j'ai changé. Et pourtant, j'ai été ça, et j'ai été cette personne-là, et ça m'aide pour ce que je suis aujourd'hui. C'est pourquoi l'apparition des formes spirituelles se fait dans le temps. L'histoire universelle est donc en général l'explicitation de l'esprit dans le temps, de même que l'idée s'explicite dans l'espace comme nature. La définition générale du progrès est que celui-ci constitue une succession d'étapes, Stutenfolge, de la conscience. Alors on va revenir effectivement sur cette histoire de dialectique et je vais prendre un exemple qui vous sera sûrement très parlant. Regardez comment s'est passée l'histoire du XXe siècle. Nous sommes sur une série de véritables montagnes russes, c'est-à-dire des périodes assez inégales qui se sont succédées et qui étaient chacune l'antithèse de la précédente. Reprenons notre terme de dialectique dont je parlais tout à l'heure. Vous vous souvenez quand vous faites par exemple dans une dissertation un plan dialectique, eh bien vous allez faire ce plan sous la forme thèse, antithèse, synthèse. Je raconte des choses et je les argumente. Ensuite, je cherche la contradiction avec ce que j'ai raconté précédemment. C'est-à-dire, je raconte peut-être pas le contraire, mais du moins, je vais être critique par rapport à la phase précédente qui ne va pas lui ressembler. Et puis, à la fin, je vais faire une synthèse. C'est-à-dire, je vais garder ce qu'il y a d'intéressant dans cette contradiction, dans ce débat contradictoire que j'ai mis en place. Nous sommes dans un processus dialectique. Eh bien, nous dit Hegel, l'histoire, c'est exactement la même chose. Reprenons notre exemple de l'histoire du XXe siècle. Regardez comment commence le XXe siècle. De 1900 à 1914, nous sommes dans une période de prospérité, ce qu'on appelle la belle époque. Tout va bien, économiquement, politiquement, en Europe, c'est plutôt fructueux. Les choses vont très bien et les gens s'habituent à cette espèce de confort sans cesse croissant, en cette foi dans la progression de la science, dans la progression de la technologie. Et puis tout d'un coup, rupture profonde. De 1914 à 1918, une crise profonde s'empare du monde, la Première Guerre mondiale. C'est l'antithèse de la thèse précédente. C'est-à-dire que là, on est dans une période où tout va mal, où la technologie est mise au service de la destruction, où la politique est complètement dépassée, où l'économie connaît une véritable récession. Suite à ça, suite à cette thèse et cette antithèse, c'est-à-dire deux périodes totalement opposées, on va avoir un moment de répit où les hommes vont tirer les leçons de cet enseignement, de cette période prospère et puis de cette crise. Ça va être le début des années 20. Après, on repart sur une période de prospérité, thèse, c'est-à-dire une période qu'on appelle les années folles, où à nouveau en Europe tout va bien. Au niveau politique, au niveau économique, nous sommes dans la prospérité la plus totale. C'est formidable, tout va bien. Et puis, à nouveau, une nouvelle rupture, la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'antithèse de ce qui a été fait avant. Donc là, on est reparti sur un cycle thèse-antithèse. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une période d'accalmie où, pareil, les pays commencent à se reformer selon les leçons qui ont été celles de cette alternance de thèse et d'antithèse. Et puis tout d'un coup, c'est les années 50. Et dans les années 50, on repart sur une période de prospérité. Thèse à nouveau, après cette synthèse. Dans les années 50, 60, début des années 70, à nouveau, on est sur la thèse. Tout va bien pour l'Europe. Et puis, ensuite une crise, alors là c'est pas une guerre, c'est une période de crise économique et politique profonde, ça commence dans les années 80, beaucoup disent qu'on est encore dedans, c'est vrai que là cette période est très longue, donc si on écoute Hegel, et si tout se passe selon des cycles qui à la fois se ressemblent et ne se ressemblent pas, eh bien la prochaine période historique attendue sera une période de synthèse, c'est-à-dire que cette crise
profonde, économique et politique, va s'atténuer, et puis on va tirer les leçons. Et puis à nouveau, on partira vers la prospérité. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Marx, alors je fais une petite parenthèse parce que c'est intéressant, Marx était très hegelien. Vous vous souvenez de Karl Marx, fondateur du communisme? Karl Marx était très hegelien, d'ailleurs il a fait partie d'un cercle dans sa jeunesse qui s'appelait le cercle des hegeliens de gauche, et Marx disait, en plus, il se trouve des grandes figures qui sont des accélérateurs de l'histoire. Qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur de l'histoire? C'est quand la période stagne un peu, eh bien on a tout d'un coup un événement majeur qui vient accélérer l'histoire et augmenter la crise ou augmenter la période de prospérité. Je suis sûr que si Marx revenait aujourd'hui et qu'il voyait cette crise du Covid-19, il dirait, bah voilà, ça y est, on n'a pas de guerre, mais on est sur un accélérateur de l'histoire. C'est-à-dire tout d'un coup, une crise profonde qui va mettre à mal l'économie mondiale, et là, effectivement, après, bah, on sera sans doute sur une période de synthèse pour tirer les leçons de cette période thèse-antithèse, pour repartir sur un monde complètement nouveau. Voilà, la parenthèse est refermée sur Marx, on va revenir sur Hegel. Voilà, il faut bien retenir que pour Hegel, l'histoire de l'humanité est faite de cycles. Et ces cycles sont faits de périodes qui sont l'antithèse l'une de l'autre, des périodes qui ne se ressemblent pas, mais qui malgré tout se renouvellent selon un schéma qui revient, et qui est, et notez-le parce que c'est important, le schéma de l'histoire selon Hegel est un schéma dialectique, sous la forme thèse, puis antithèse, puis synthèse. Donc vous voyez que pour Hegel, il y aurait finalement une prétention à ce que l'histoire devienne une science, parce que même si on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemblera, on peut prévoir que dans l'histoire future, eh bien, tout se déroulera à nouveau dans ce cycle thèse, antithèse, synthèse. Et tout cela est en fait guidé par l'esprit, ou la raison, avec un grand E, ou avec un grand R. L'esprit ou la raison, c'est un petit peu difficile à expliquer, c'est une sorte d'inconscient collectif qui se trouve au-dessus de l'humanité, qui dépasse leur simple passion. Regardez la crise qu'on est en train de vivre, la crise du Covid-19, il n'y a pas de coupable. C'est juste un Chinois qui visiblement a mangé un pangolin et puis qui a attrapé la fièvre du pangolin qui se diffuse à travers le monde entier. Il n'y a aucune rationalité dans tout ça. Ça a été commandé par le fait qu'un mec avait faim et voulait bouffer un pangolin. Donc il n'y a rien de rationnel là-dedans. Et pourtant, dirait Hegel, tout cela se passe selon un plan qui nous dépasse un peu et qui est un plan qui vise à une amélioration, à un progrès de l'humanité. Que ressortira-t-il de la crise du Covid-19 ? Selon Hegel, même si ça aura coûté des vies, même si c'est une crise grave, avec beaucoup de souffrance, eh bien il pourrait en ressortir quelque chose. Et de positif. Et Hegel a été critiqué après coup pour ça, parce que si on écoute Hegel, peut-être que certains se sont fait la remarque en eux, ça voudrait dire que par exemple les 10 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier les morts dans les camps d'extermination, auraient été nécessaires pour que l'histoire progresse. Il fallait passer par là. Et oui, il fallait ces millions d'hommes, femmes et d'enfants qui souffrent le martyre et qui meurent dans d'atroces souffrances pour que l'histoire puisse évoluer. C'est pour ça que Hegel n'est pas toujours vu d'un très bon œil, mais que, voilà, son idée c'était ça. C'est que même si ça nous dépasse totalement, l'histoire, l'esprit, la raison a besoin de nous. Nous sommes un peu des espèces de marionnettes entre les mains de cette raison universelle qui vise le progrès, mais un progrès qui doit passer par des cycles où tout va bien, puis ensuite tout va mal, et puis on tire les leçons, et puis à nouveau tout va bien, et puis tout va mal, et puis on retire les leçons de tout ça. Voilà la notion de Hegel de l'histoire. On en retiendra effectivement cette notion de dialectique, cette notion de contradiction, et puis cette notion de raison absolue, d'esprit absolu qui est au-dessus de nous et dont nous sommes simplement les marionnettes. Hegel dit même les grands hommes de l'histoire qui ont fait ce qu'ils ont fait, je sais pas, je pense à Jules César, je pense au général de Gaulle, je pense voilà, Louis XIV, Louis XVI, qui ont été les victimes ou les acteurs des passions humaines, qui ont souvent fait les choses. Par exemple Jules César, lui c'est parce qu'il était très imbu de lui-même et très ambitieux qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Eh bien ces grands personnages de l'histoire sont les marionnettes de cette raison. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est une ruse de la raison qui se sert de nos passions, se sert de nos sentiments, qui se sert de notre colère, de nos amours, etc., pour pouvoir effectivement faire avancer l'histoire globalement. Si on en revient à l'exemple de la guerre de Troie, cette jalousie maladive de Paris, je crois que c'est Paris, qui essaie de récupérer sa belle Hélène,
à 3, eh bien, ce Paris n'aurait été que finalement la marionnette de l'histoire en marche. Cette guerre a eu lieu, cette guerre de Troie, elle a été énormément négative, puisqu'elle a coûté des millions de vies, enfin, pas des millions, enfin au moins des milliers de vies, mais elle était nécessaire pour Hegel. Il fallait que ça se passe comme ça, pour que, après, eh bien, l'histoire puisse se dérouler, et pour que les choses se passent comme la raison universelle l'avait prévu. Donc, cette raison, on n'y aura pas forcément accès, on ne la comprendra jamais vraiment, mais elle est à l'œuvre tout le temps, dans tout ce qui se passe, dans tous les phénomènes historiques. Donc cette raison se sert effectivement de nos passions et de nos sentiments. Donc effectivement, pour Hegel, l'histoire a bien un sens. Mais ce sens nous échappe totalement. Il y a juste le fait que on peut plus ou moins prévoir que la future, notre situation future sera soit thèse, soit antithèse, soit synthèse, puisque ça suit toujours le même rythme. Donc ça se ressemble et ça ne se ressemble pas. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. J'espère que cette philosophie hegelienne vous est plus familière. Alors je voulais signaler ça aussi, hein, vous savez que j'aime bien les vidéos de Cyrus North sur YouTube. Il en a fait une sur Hegel, mais qui ne parle pas de l'histoire, qui parle de la dialectique du maître et de l'esclave selon Hegel, donc qui se fonde plus sur la société. Je vous encourage à aller le voir, hein, c'est assez marrant, bon, c'est toujours avec l'humour un peu caca-pipi de Cyrus, mais enfin, il explique ça notamment avec les Pokémon, c'est assez marrant. Vous tapez un Cyrus Hegel sur YouTube, et puis vous aurez sa vidéo concernant cette dialectique, donc qui s'applique à la société, mais qui s'applique aussi, on vient de le voir, et je viens de vous l'expliquer, à l'histoire. Voilà, on en a fini donc avec ce chapitre. Je vous demanderai probablement, pas tout de suite, mais de faire une conclusion sur ce chapitre, l'histoire et l'interprétation. Je vous enverrai ça via votre messagerie par École Directe, hein, qui a un petit peu tendance à bugger, j'en suis désolé, donc parfois il y a des envois qui partent sans pièce jointe ou qui partent pas du tout. En tout cas, voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur un nouveau chapitre. Merci à tous de votre attention et à bientôt.